Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour, bonne semaine à tous, bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. J'espère que vous allez bien. Mon invité aujourd'hui fait partie des gens que des fois je me dis, ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais c'est sûr et certain qu'on n'est pas au courant de tout ce qu'elle a fait. Et Dieu merci, je dirais, elle a accepté de participer au projet aujourd'hui. Je la salue et je lui dis bonjour, en tout cas c'est la même chose. Tout d'abord, bonjour, Madame Michèle Brûlé. Bonjour, Martin. Ça va bien? Oui, ça va. Merci beaucoup d'accepter. C'est vraiment très gentil de votre part, très sympathique. Et je sens en plus que ça va intéresser et sûrement donner des bonnes idées à mon public. Si on commençait par le début, comme j'aime le dire, j'aime ça commencer par le début. Absolument. Est-ce que vous êtes à l'aise de dire où vous êtes né? Oui, on va essayer d'en dire des petits bouts. Il y en a qui prétendent se rappeler bien des choses, même ça, tu sais, fait que... Non, je fais en blague un peu. Ben mais oui. non, moi, je suis née à Montréal, en fait. OK. Oui, c'est ça. Et puis, d'une famille, disons que c'était pas riche. OK. C'était pas du tout non. Alors, avec tout ce que ça a entraîné, j'ai pas vécu à Montréal tout le temps dans mon enfance. On a déménagé à un moment donné du côté de la Naudière, Saint-Charles-de-Mandeville, où ma mère habitait 3-4 ans. Et puis après ça, on est revenu à Montréal. On a déménagé 56 fois. Ah, d'accord. Ah, c'est, oui, un peu bordélique. Et puis, on était, comme je dis, plutôt sous le seuil de la pauvreté à un moment donné. OK, considéré comme une famille pauvre? Un peu. Ben, en fait, c'est parce que mon paternel biologique, il était assis, le genre qui est jamais là. OK. Et bon, qui était ailleurs. Que c'est un peu ça. Qui a fait, parce que ma mère aurait pu, finalement, les autres dans sa famille, ça allait quand même relativement bien comparé à nous, là. Mais elle a eu la malchance de tomber sur un zouf, puis bon, c'est ça, tu sais. N'ayons pas peur des expressions. Ah, mon Dieu. Fait que c'est ça, Dieu est son âme, le pauvre. Anyways. Donc, beaucoup de déménagements, puis beaucoup, j'imagine, c'est ça, tu sais. d'incertitude un peu, là. Oui, voilà. Ma mère a travaillé très jeune, que j'étais très jeune. Même elle m'emmenait à son travail. Puis je me rappelle, à 4 ans, 5 ans, faire des casseaux de patates frites, là. Tu mettais ça ensemble, là, c'était tout déplié, des cartons, si tu veux. Oui. Puis là, j'avais appris à plier ça, à former des beaux casseaux de patates frites. J'étais bien fière. OK, c'est que vous travaillez au niveau de la restauration. Ma mère a travaillé au niveau de la restauration. Elle était réceptionniste, entre autres. Elle a fait plein de trucs. Fait que dans ce temps-là, il y avait un avocat qui s'appelait Lénès, un avocat non-voyant. Et ma mère a été mise en contact avec lui, qui lui savait pas trop quoi faire, parce que mais il nous a parlé d'une dame, d'un couple, Madame Boudria, qui recevait des enfants l'été, qui les accueillait à son camp de vacances, et puis de fil en aiguille, je suis atterrie là. Avec d'autres, il y avait des enfants non-voyants là. C'était une femme qui avait jamais eu d'enfant, qui travaillait pour la Croix-Rouge, qui était quand même assez fortunée. Et qui avait qui recevait des enfants comme ça, souvent des orphelins ou des enfants qui, justement, étaient un petit peu défavorisés. Et, mon Dieu, j'ai tellement aimé ça, là. C'est là que j'ai appris à nager. C'est là que je me suis vraiment plus éveillée au monde extérieur, si on veut. Parce que là, la découverte de votre handicap, c'est venu tôt? Ça, je dirais que c'est
dans mon expérience, ce que j'ai souvent vu, et certainement la mienne, c'est arrivé vers l'âge de 5 ans. OK. Dans ce sens que tu sais que il t'arrive des pépins, des fois, tu peux te cogner sur la tête contre un coin de table. Moi, ça m'est arrivé parce que je courais partout. Ma mère m'a jamais empêché de courir. Et elle dit, quand elle se sera cognée sur le coin de la table, assez souvent, ça en va s'en souvenir. Bon, voilà. Elle était naïve, mais saine dans sa façon de voir les choses. Il fallait que ce soit comme vous qui vous aperceviez de... Fait que, oui, mais j'ai pas fait le lien entre ça puis je vois pas. Je savais pas que ça existait, des aveugles ni des voyants, d'ailleurs. Tu sais, Ouais, c'est ça. Le concept, bon. Mais à un moment donné, je me suis aperçue que les enfants à la campagne où on habitait voulaient pas jouer avec moi. OK, ça allait jusque-là. Commencer à me dire, t'as les yeux croches. Ah, bon. Genre de choses. Puis à rire. Il y en a même, oui, il y a eu des gens méchants. Il y a même un petit gars qui m'a vidé une bouteille de vinaigre sur la tête. Oui, des affaires comme ça. Moi, j'étais trop gênée pour parler à ma mère. Je voulais pas le dire, mais tu comprends. Ma mère, sniff, c'est quoi ça? Ouais. À un moment donné, Ouais, du vinaigre. quand même, hein? Fait que tu peux pas cacher ça ben. Quand même, tu voudrais. Puis, c'est ça. Il y a eu des petits trucs comme ça qui ont fait que, oui, j'ai su pourquoi. Puis, même, je dirais que j'en étais très, très, très consciente, au point où je pouvais dire, on sait bien, ils veulent pas jouer avec moi parce que je suis aveugle. Et ma mère a détesté ça. Ma mère m'a tout de suite arrêté. Ça suffit, je veux pas que tu développes une manie de persécution. Je trouvais ça dur, là, sincèrement, oui. qu'elle me dise ça, mais elle, il était pas question, non. Alors, elle a été sévère avec moi, mais elle a été sévère avec tous ses enfants, mais d'une façon, pour elle, elle se disait, même moi, encore, j'étais chanceuse, moi, elle me disait que j'étais belle. Là, les madames, voyons donc, tu vas en faire une orgueilleuse. Hein? Tu vois, dans le temps, tu pouvais pas dire à ton enfant. Ouais, c'était pas... Non, tu disais pas ça. Mais ma mère leur a dit, écoutez, là, vous autres, vous êtes capables de vous regarder dans le miroir? Si ça vous tente pas de vous mettre belle, de vous prendre soin de vous autres, c'est votre problème. Mais elle dit, ma fille, elle n'a pas de miroir, c'est moi son miroir. Puis elle dit, plus tard, je serai pas toujours là. Puis je veux que mon enfant soit heureuse dans la vie. Je veux qu'elle ait des amis, je veux qu'elle ait un emploi, je veux qu'elle se trouve un chum, bon. C'était ça le but, là, pour lequel... Pour plus tard, pour que moi, oui. je devienne autonome, puis que je marche pas la tête penchée, puis tu sais, que je marche la tête haute, que je me tienne bien, et que, et ça a vraiment orienté ma façon de voir les choses, ma façon de penser, ma façon de faire. Je lui dois beaucoup. Et elle est là, elle est encore là, et chaque fois que je vais la voir, j'essaie de me mettre belle parce que je sais qu'elle va me regarder, puis j'aime ça quand ma mère m'a dit que je suis belle. C'est la personne la plus importante pour moi de ce côté-là. J'aime ça lui faire plaisir. Ah, mais ça veut dire quand même aussi que ça a bien servi, là, ça vous a bien... Oui. Mm-hmm. Oui, sincèrement, pour toutes les questions de maintien, de propreté, puis à part ça, d'éthique. Hein? Encore là, ma mère, écoute, elle avait 18 ans, là. OK. Elle n'avait pas d'expérience, là. Mais elle avait le gros bon sens, je sais pas s'il existe un petit bon sens, mais en tout cas, gros bon sens, qui lui disait à elle, je veux que mon enfant soit heureuse dans la vie, puis socialement heureuse. Donc, je vais pas la laisser faire, ça se met les doigts dans les yeux. Je vais pas la laisser faire si elle se met à avoir des tics. Ce qu'on connaît aujourd'hui comme tic d'aveugle, là. Oui, parce qu'on se le cachera pas, il y en a beaucoup. Énormément. Moi, j'ai écrit là-dessus, j'ai fait des conférences là-dessus, j'ai essayé d'aider des gens là-dessus. Il faut se dire les vraies choses. Les tics nerveux, il y a des raisons pour ça. Pourquoi les aveugles en ont? Et plus une personne moins une personne voit, plus elle va être portée à en avoir. En fait, ce sera pas nécessairement les mêmes qu'une personne qui voit un peu. C'est ça, mais c'est facile de tomber dans le pattern là, de tic, là, oui. Selon le degré de vision, mais quand même. Oui.
Parce que Ben, moi... même les voyants en ont d'éthique, alors, mais eux, Oui. écoute. Alors, Mais encore là, tu sais, ils voient les autres c'est comment ça. ils agissent. Voilà. Il y a des comportements sociaux, il y a des choses qui sont socialement inacceptables. Pierre-Henry a écrit là-dessus très, très bien. C'est un sociologue aveugle, français, qui a écrit dans les années 50, et il s'est pas fait grand-chose de mieux depuis ce temps-là. Il a écrit un ouvrage en braille, ça faisait 14 volumes. Oh, quand Mais c'était même. pas des gros volumes. OK. Dans le temps des volumes assez bon. Les aveugles et la société, et ça, toute personne non-voyante devrait lire ça. Et même les personnes qui voient, qui travaillent dans le milieu des non-voyants, des malvoyants, devraient lire ça. C'est une base absolument nécessaire. Moi, ce gars-là m'a épaté. Et je trouve que ce qu'il disait dans les années 50, à part certaines petites choses qui sont plus, enfin, qui ont changé, c'est normal, mais ça s'applique encore fondamentalement, ce que c'est que d'être aveugle, fondamentalement, les difficultés qu'on peut avoir, les façons qu'on peut avoir de faire les choses différemment des autres, et les choses qui sont socialement acceptées et celles qui ne le sont pas, et pourquoi tout ça, et les problèmes qu'on peut avoir, c'est vraiment très, très, très intéressant. Pierre-Henry, les aveugles et la société, je le recommande. Mais est-ce que vous pensez que ça... Parce que moi, je sais, en tout cas, je me souviens, c'est sœur Marie-Paul Arsenault qui m'avait parlé de vous, qui m'avait dit ça, que vous écriviez des articles sur... Oui. Moi, je sais qu'elle me donnait beaucoup comme exemple, là, tu sais, bon, pour la propreté, tu sais, les odeurs corporelles, des trucs comme ça. Oui. Parce que je pense pas d'avoir je pense pas que j'avais de tic. Mais est-ce que vous pensez... T'as pas l'air d'en avoir. Non, ben, en tout cas... Bon, on a tous un petit peu des fois. mais... T'as pas les gros, les choses insupportables, là, même un aveugle le sait, là. Fait que, regarde. C'est ça. Mais est-ce que vous pensez que ça a manqué un peu toute l'éducation par rapport à ça? Parce que jusqu'à quel point on peut empêcher ça de... Les sœurs en parlaient sans prononcer le mot tic. C'était pas tant à la mode. Les sœurs ont essayé avec certaines personnes, hein, celles qui étaient vraiment, je parle des filles, là, bourritiques. Ils ont essayé. Vraiment, il y en a qui essayaient. C'était pas égal, c'était pas toutes les sœurs qui le faisaient, c'était pas, les enseignantes étaient pas là pour ça. Je pense qu'il y avait plutôt les hospitalières qui étaient là pour ça. Mais enfin, ça variait, mais elles ont essayé. Mais souvent, les parents, la mentalité, c'était... Écoute, je l'ai vu, moi, quand j'en ai fait un petit party de graduation, quand j'avais 18 ans. J'avais un chum, j'ai invité d'autres gars pour être avec d'autres filles, puis bon. Puis là, il y a une maman qui était avec sa fille, qui était dans ma classe, qui finissait en même temps que moi. Elle accroche ma mère, puis elle dit, « Madame Brûlé, comment vous avez fait? » Elle a part à pleurer, ta. Puis elle me dit, « Mais... » La mentalité, souvent, des parents, c'est, pauvre petite, elle a bien assez d'être aveugle, je suis pas pour me mettre à y dire en plus comment qu'elle mange mal, ou comment manger, puis comment ça, tu sais, comment arrêter de balancer les mains, puis bon. d'avant en arrière. Mais encore là, les mains, les voyants, il y en a qui bougent pas mal. Ouais. Mais oui, ça dépend de ce qu'on fait, tu sais. Mais balancer d'avant en arrière ou de côté, c'est épouvantable. Il y en a qui me donnent le tournis, rien que d'y penser. Mais il y a toutes sortes de choses. Mais c'est ça. Les parents n'osent pas parce qu'ils pensent ça va y faire de la peine, ça va. Il faut oser. C'est pas l'enfant. C'est pas pour vous les parents que vous faites ça. C'est pour lui plus tard. Ou c'est pour lui, c'est pour elle plus tard. Tu sais. C'est sûr que ça peut être sévère, c'est dur, c'est à recommencer tous les jours. Tu sais, des petites taches chez les mains, j'en ai eu, moi. Puis c'est pas plus grave que ça, là. Hein? En tout cas, vous avez l'air de vous en être bien oui, sorti. il n'y avait rien là, franchement. Mais parce que là, c'est sûr que là, on a sauté peut-être un peu d'étape. Ah oui, on va digresser, puis c'est pas grave. Non, mais j'avais pas pensé qu'on pourrait aborder ces choses-là. Effectivement. Ouais. Mais Marie-Paul, là, il y a quelque chose chez elle qui ressemble à ma mère. Okay. Elle a, si tu veux, t'imaginer un petit peu le tempérament, là, il y a beaucoup de ressemblances.
Ah, ben c'est Oui, ça m'a frappé. J'ai déjà dit d'ailleurs, Marie, j'ai dit, vraiment, tu me fais penser à ma mère. Mais pas négativement du tout, là. C'était vraiment, pour moi, un compliment. Parce que moi, quand j'étais en Abitibi, là, Oui. pour le secondaire, là, Oui. elle venait quelques fois par année, puis c'était un peu comme mon lien entre Oui. les personnes non-voyantes, Oui. puis ma réalité, là. Oui. Puis elle appelle un chat, hein. Oui, Bon, effectivement. voilà, c'est ça. Effectivement. Voilà. Et là, bon, vous parliez de la dame, là, où vous avez appris à nager, puis tout Oui, ça. ben c'est ça. En fait, écoute, j'ai passé des étés complets à son camp. Donc, de l'âge de 4 ans, alors normalement, elle les prenait à 6 ans, mais moi, elle m'a pris à 4 ans. OK. Parce que je faisais pas pipi au lit, gna. Ben, c'est bon. Anyways. Fait que donc, elle avait pris, écoute, jusqu'à l'âge de 12 ans, parce qu'après ça, il y a eu des problèmes de lac. On restait sur le lac Saint-Louis, cette affaire-là, puis là, il y a eu la canalisation du Saint-Laurent, puis la pollution presque immédiate, la pollution des lacs, entre autres du lac Saint-Louis, à ce moment-là. Et puis voilà, on a cessé d'y aller. Et on a cessé, à toute fin pratique, de se voir aussi. OK. Ça a été une belle époque de ma vie. Et Qui vous a permis d'apprendre plein de choses, de vous développer. Ben, en fait, ça me permet... Ben, d'abord, moi, je courais partout. Mm-hmm. Puis c'était grand, il y avait un grand terrain. C'était vraiment la campagne, c'était merveilleux. Et oui, ça permettait justement de s'épivarder un peu. Hein. Au lieu de rester dans une chambre en ville, c'était quand même mieux. Hein. Puis avec ses semblables, faire de la musique, en fait, tout y passait. Il y avait des jeux, plein de trucs. OK, parce qu'il y avait l'aspect là de courir partout dehors. Ben oui. Puis il y avait l'aspect un peu artistique. Oui, on faisait de la musique, mais c'était pas des programmes, c'était pas programmé du tout, mais ça arrivait, on le faisait, parce qu'on avait le plaisir à le faire. Et là, vous êtes allé à... Je sais jamais comment appeler ça, là. Moi, j'ai pas connu Nazareth, ça. Ouais. Oui, effectivement. Moi, je suis rentrée là à l'âge de 6 ans. Je suis restée 12 ans. J'aurais dû rester 11 ans, mais à un moment donné, des fonctionnaires ou je sais pas qui ont voulu que on fasse 2 9e, 2 11e, 2 ci, 2 ça. Mais moi, à un moment donné, j'ai eu la chance de ne faire que c'était-tu 2 11e ou 2 9e que j'ai... En tout cas, j'ai fait un de ceux-là. Pas les deux. Pas tout, non. C'est ça. Et puis, donc, ça a fait, au lieu de 11 ans, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Oui. Et là, je sais pas jusqu'à quel point vous voulez en parler, là, comment ça a été. Aucun problème. Mais c'est parce que je sais qu'il y a tellement d'autres choses à dire. Oui, voilà. Il y aura d'autres choses à dire. Ce que je pourrais en dire, c'est, très simplement, le pensionnat, moi, ça m'a pas affecté plus que ça, parce que j'ai toujours été une fille qui faisait sa petite affaire. Puis, plus tard, c'est sûr que j'ai eu des petites démêlés avec les sœurs. J'étais un peu effrontée. J'étais un peu ouais. Un peu rebelle? Oui, rebelle. C'est le mot. Rebelle. Puis, le genre, c'est qu'il va défendre l'autre, là, quand la sœur s'en prend aux parents de l'autre, il y avait rien qui allait me chercher comme ça, là, tu sais. Fait que, bon, disons que j'étais un petit peu rebelle, mais quand même obéissante. Je regimbais pas devant les tâches à faire ou devant disons qu'aller à la messe tous les matins ou tous les 2 jours, ça me plaisait moins, là. Ça m'a jamais bien tenté. Mais pour le reste, disons, c'était correct. Ce que j'ai réalisé, moi, là-bas, c'est que je me suis chicanée avec personne. Je me suis jamais chicanée avec une fille là-bas. OK. Et ça m'a dit beaucoup sur mon tempérament, mais aussi sur... sûrement sur mon tempérament. Je suis une personne qui... Je vais m'entendre pas mal avec tout le monde. Peu importe si c'était les gens qui étaient moins bonnes à aller en classe ou qui étaient des premières de classe ou quoi, qui c'était des bonnes amblyopes ou des aveugles. Moi, ça me touchait pas. Ça me touchait pas du tout, ces choses-là. Mais en même temps, je dirais que je me suis pas faite non plus de grandes amitiés. C'était kiff-kiff, tu sais. Okay. Mais j'ai pas souffert de ça. Puis, rendu à l'âge de 15 ans,
moi, j'avais choisi de continuer en musique alors qu'on nous enlevait peu à peu pas mal tous les cours. Les professeurs de l'extérieur, oui, ça a commencé ça parce que bon, ça coûtait plus cher d'avoir des professeurs de l'extérieur. Bon, et moi, j'ai choisi, après vraiment beaucoup de tergiversations, parce qu'à un moment donné, quand tu arrives à 12, 13, 14 ans, tu dis, coudon, là, sais-tu parce que je suis aveugle? Penses-tu que je peux faire rien d'autre que de la musique? Puis, j'aimerais ça aller voir ailleurs. J'aimerais ça faire autre chose, moi, aller voir c'est quoi faire de la sculpture, c'est quoi faire... Tu sais, j'avais d'autres idées. D'autres intérêts. Oui, mais le bon sens m'a dit, ben écoute, c'est le fun, mais je suis pas sûre que tu arrives à le faire. Tu sais, parce que on était toujours pas riches chez nous, là, j'aurais pas pu me payer des cours de quoi que ce soit. Et la musique, ben, je l'ai finalement choisie. Alors, à tel point, moi je suis allée au Festival de musique du Québec. Dans le temps, c'est comme ça que ça s'appelait. Il y avait des concours, tu sais, des concours de musique du Québec, concours de musique du Canada. Dans ce temps-là, c'était le Festival de musique du Québec, ça s'appelait. Et j'ai gagné à 2 reprises là. Pas le premier prix, mais quand même, j'ai gagné une fois le deuxième prix, puis une fois, je sais plus trop. Et ça m'a permis, la bourse que j'ai gagnée là, d'aller au camp musical des jeunesses musicales à Wofford. À l'époque. C'est comme ça que ça s'appelait. OK. Je suis allée 2 ans. 2 étés. Et ça a beaucoup contribué à me faire développer des liens à l'extérieur. OK. Avec ça a été des un personnes peu voyantes. Pour moi, c'était, écoute, c'était le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Je suis sortie c'est comme une chenille devient papillon, là. C'est un peu ça. Parce que c'était facile de... J'ai senti que je me suis épanouie, là. Et c'est comme ça que, le reste s'en est suivi. J'ai fait des études, après ça, j'ai fait des études. Je suis allée à Toronto 4 ans, j'ai fait de la musique. Bon, je suis allée en Allemagne, j'ai vécu en Allemagne 9 ans. Hey, ça, je savais pas ça, là. En Allemagne. Il va m'arriver de dire des petits mots en allemand de temps en temps. C'est pas la porte d'à côté, ça, là. Non, mais quelque part dans ma tête, depuis que je suis toute petite, je me disais, j'aimerais donc ça aller dans le pays où il y a quelqu'un qui s'appelle Beethoven. OK. Vraiment, je trouvais ça beau, moi. Puis, écoute, tous les morceaux de musique qu'on jouait, combien? Il y avait Schubert, Schumann, Beethoven, Bach, enfin, c'était l'Allemagne. L'Autriche. Enfin, dans ma tête, c'était l'Allemagne. Et c'est arrivé, mais grâce à... Quand je me suis retrouvée, je te disais que j'étais allée au camp des jeunesses musicales à Wofford. Je suis allée 2 étés. Mais après, j'ai eu l'occasion, c'était un hasard qui a fait, puisque quelqu'un ne pouvait pas y aller, et j'ai pris la place d'une personne au camp musical CAMAC. C'est un camp, CAMAC, ça veut dire Canadian Amateur Musician, musicien amateur du Canada. Et c'est pour, comme le nom l'indique, c'est pour non seulement les amateurs, mais c'est pour les familles, c'est pour tout le monde qui veut faire de la musique. OK. Et moi, je suis allée là. Quand je suis allée en 67 pour la première fois, j'ai attrapé la piqûre. T'arrives là, ça sent bon. Puis les gens te disent « Hi, allô ». Tout le monde se salue. Il y a une belle ambiance. Moi, j'avais la paix. Mm-hmm. Tu sais, c'était pas « Je peux t'aider? Attention, là ». Non, la paix. Vous sentiez je courais partout encore. Comme les autres? Je pensais pas. Okay. Pour moi, c'est pas un objectif de me sentir comme les autres. Je veux juste pas en entendre parler. Ouais, mais vous y pensiez pas, mais non. Il y avait pas du monde pour vous le rappeler toujours. Pas tout le temps. Puis quand il y en avait, ça m'énervait. Il y en a que oui. Genre, tu me reconnais-tu? Mais combien tu me donnes sur 100 si j'ai la bonne réponse, tu sais? Bon. Fait que, regarde. Je suis allée là, à CAMAC. Plusieurs années, jusqu'en 73, je pense. Après ça, je suis retournée beaucoup plus tard, quand je suis revenue d'Allemagne, mais en 72, 72 à peu près, j'ai travaillé, moi j'étais déjà à Toronto à ce moment-là, et je faisais de l'accompagnement de la musique de chambre. Et quand j'allais à CAMAC, je travaillais avec des musiciens, violonistes, solistes, chanteurs, etc. Et le violoniste, le professeur qui enseignait à CAMAC à ce moment-là, qui venait, lui, qui était premier violon à l'orchestre de la radio de Francfort, il dit, Michel, il dit, écoute, moi je travaillais avec lui, il dit, écoute, je connais quelqu'un
en Allemagne, tu pourrais aller étudier avec lui, tu pourrais étudier en continuant d'accompagnement, tout ça. Puis, je dis, ben, t'es-tu fou? Je dis, pas l'argent pour aller là. Oui, mais il dit, ça coûte rien. Les études supérieures coûtent rien en Allemagne. Oh là là! Wow. Fait que là, moi, j'avais 1 an de me préparer. Je dis, je suis pas pour rater ça. Je me fous bien de... J'ai pas pensé là, avec quoi je vais vivre, qu'est-ce que je vais faire. Non, j'y vais. Après ça, j'y verrai comment. L'important, c'est d'y aller. Oui, Puis... l'important, c'est de prendre la décision. La décision, quand la décision est prise, après ça, tu t'arranges avec le reste. Fait que j'ai eu 1 an pour me préparer. J'ai pris un peu des cours d'allemand au Goethe House à Toronto, au moins pour me débrouiller un peu. Et puis, ben, j'ai pas appris les vilains mots, là. Fait que, non, mais les vilains mots, ils m'ont été utiles après, de toute façon. mais votre mère, elle, comment qu'elle prenait ça? Écoute, quand je suis partie pour Toronto. Déjà là. Je suis partie seule. Ma mère, ça, j'ai pas aimé ça beaucoup, mais ma mère, elle était un peu gênée, elle se sentait peut-être pas à la hauteur, tu sais. Puis sa réaction, ça a été, bon voyage. Fait que là, je dis, ouais, coudonc, on tient pas à moi plus que ça. Fait que, mais je sais que c'est pas ça, mais n'empêche que, tu sais. C'est un peu comme ça que tu vous y l'avez penses, perçu. ben, ça m'a fait de la peine, mettons. Je savais bien qu'elle m'aimait pis tout, là, mais d'un autre côté, ça la dépasse. Il y a de quoi qui la Ouais. dépasse. Elle s'inquiétait pas, elle cherchait pas à vous en empêcher. Moi, là, je me rappelle quand j'étais même à Nazareth, là, j'avais 15 ans. Puis à un moment donné, il y a un groupe de personnes, de professeurs, qui voulaient un dimanche après-midi, qui voulaient aller voir une madame qui était à l'hôpital, une collègue. Puis il y avait personne pour les amener. C'était toutes des aveugles. Ben moi, la tweet, je dis, je vais le faire. Je vous amène. J'étais jamais allée là. OK? Là, moi, j'appelle autobus. Ça existait dans ce temps-là encore. OK. Oui. Bon. Autobus. J'appelle. Comment tu vas là? Tu prends quel autobus? Il y a une fille qui m'a donné une petite canne blanche suédoise, là, tu sais. Moi, j'avais jamais eu ça, là. Donne ça. Elle dit, au moins, il faut que tu prennes ça. OK. Fait que j'ai amené le groupe, il était 4-5. Il y avait mon prof de musique là-dedans, je me rappelle. Je les ai amenés à l'hôpital voir la madame qui était là. Puis je les ai ramenés à l'école. Écoute, tu pars de Crémazie, Papineau, puis tu vas, dans ce temps-là, il n'y avait pas de métro. Tu prenais les autobus, c'était à Maisonneuve. Ça s'appelait pas Maisonneuve-Rosemont, dans ce temps-là, ça s'appelait juste Maisonneuve. C'est le vieux, là, tu sais. Puis, après ça, quand j'ai appelé ma mère, cette semaine-là, j'ai raconté. Elle dit, ouais. Elle dit, ça, là, elle dit, tu me les raconteras toujours après. Elle dit, pas avant. Mais elle m'a pas dit, fais pas ça. Non. Non. Fait que tu comprends, c'était un peu ça. Quand elle m'a dit bon voyage, c'était un peu ce genre, ben écoute, ça me dépasse. Mais je suis fière d'elle. Elle a toujours été fière de moi. Mm-hmm. Elle a toujours été fière de moi. Fait que, mais elle savait pas toujours le dire, puis elle a eu ses mauvaises périodes elle aussi, tu sais, fait que bon. Donc, c'est ça. Fait que quand je suis partie pour l'Allemagne, elle était déjà habituée. Ça l'a pas... C'est pas ça qui... Non, elle était fière, puis garde, c'est comme ça, puis elle savait que j'allais me débrouiller, puis bon... Mais vous aviez l'air fonceuse, là, parce que là, vous parliez d'autobus, vous avez pris les infos. Ah oui, Bon, toujours. Écoute, s'informer. Moi, ça a été même depuis ma tendre enfance, là, ma mère venait me chercher à l'école, on prenait 3-4 autobus pour retourner chez nous. C'est quoi ça? C'est quoi le numéro d'autobus? C'est quoi? Ah, elle dit, tu vas du grave. Mais vous aviez l'intérêt de comprendre Oui, c'était pas juste pourquoi, puis je m'en souviens plus, c'est quoi? C'est dans le but que ce soit utile. Mm-hmm. C'est ça, dans le but que ce soit utile, parce que dans ma tête, c'était, je vais le faire tout seul, ce voyage-là. Puis je l'ai fait tout seul. Et bien d'autres. Oui, bien d'autres. Écoute, j'étais capable d'aller chez nous tout seul à l'âge de 12 ans. Ça, c'est de la débrouillardise. Oui, mais c'est ça. Fait que, voilà. Wow. Mais tu sais, je suis faite comme ça. J'étais vraiment casse-cou, là. Est-ce que, je pose la question plate, là, est-ce que vous êtes déjà perdu? Est-ce qu'il est déjà arrivé des incidents qui sont racontables? Perdu. Ou c'est pas ce que vous retenez?
Perdu, non, j'ai pas de mémoire. Je pense qu'on s'est perdu une fois. J'étais avec une fille qui voyait à ce moment-là à l'Expo 67. Là. OK. On s'était perdu une fois, mais on est allé justement aux objets perdus, puis on était revenu en métro. On était revenu en métro. On s'était retrouvés. Mais non, j'ai pas de mémoire pas de souvenir de perdu. Ça veut dire qu'en principe, ça a non, bien été. Non. Vraiment, j'étais casse-cou. C'était quelque chose. C'était dans votre tempérament. puis il s'en est toujours trouvé pour pas me croire, tu sais, pour dire, je m'en vantais pas non plus, là, mais c'est déjà arrivé que je dise, regarde, à un moment donné, j'étais écœurée, une fille, OK, tu me crois pas? Viens avec moi, je t'amène. Amenez, en métro. Vous partiez. Oui. C'est ça. J'ai eu mes coups des franches à partir de l'âge de 15-16 ans à l'école parce que je faisais de la musique. Puis les autres en faisaient plus, gna. Fait que bon, la sœur supérieure, là, un moment donné, moi, j'avais des amis qui faisaient, ils aimaient bien ça que j'aille au concert. Puis là, un moment donné, va au concert, là, parle par Georges, on se retrouvait chez eux, à jammer un peu, faire de la musique. Sauf que moi, j'étais censée revenir à l'école. Fait que là, j'avais persuadé la sœur supérieure, mais ma sœur, c'est pour mes études, vous savez, c'est important. Puis bon. Et puis là, quand je revenais un peu tard, je rentrais, puis il y avait un monsieur qui était le surveillant de nuit, puis il s'appelait monsieur Guillaume. Puis là, je parlais de hockey. J'étais bien content. Fait que moi, parce que vous vous intéressiez au hockey. Écoute, pour lâcher prise, pour penser à rien, oui. OK. Ça faisait que tu décrochais complètement. Puis dans ce temps-là, il y avait juste 6 équipes, c'était bien le fun. Puis ça jouait vraiment au hockey, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. C'est que là, vous faisiez diversion avec le... Oh, écoute, parce que sinon, j'étais tout le temps occupée. J'arrivais chez nous des fois, une fois par mois ou une fois par 2 semaines. Ma mère a dit, t'es pas blanche, t'es pas mauve, t'es verte. Puis c'est ça. Ça a eu des conséquences sur ma santé à un moment donné. Ouais. Si tu veux. Bon. Mais. Pas toujours. Écoute, j'étais tout le temps à course, à faire, ou à composer, ou à écrire. J'écrivais beaucoup, je composais, j'arrêtais pas, je lisais énormément. Je passais mes nuits à lire. C'était pratique. Sous la couverture en braille, il n'y a pas personne qui le sait. Tu sais. Ça, oui, je me l'ai déjà fait. Bon. Écoute, à lire jusqu'à les 4h, 5h du matin. Tu te réveilles le lendemain, t'as l'air de quoi? Hein? Puis j'étais souvent malade, je perdais la voix au moins 3-4 fois par année, puis ça me durait plusieurs semaines. La joie. Ouais, mais d'un autre côté, c'est inutile de vous demander si vous vous ennuyez, parce que c'est non. clair que non. Je me suis ennuyée dans ma vie, mais pas là. OK. On y reviendra peut-être. Oh non, ça me tente pas. OK. Donc, la musique, ça l'a occupé une grande place. Qu'est-ce que vous... parce qu'il y a le braille aussi. Ouais. Qui est bon. Ouais, le braille. Je pense que c'est un incontournable. Qu'on essaie de contourner, on dirait, ces derniers temps. Il y a une petite chose qui semble pas rentrer dans la tête des gens. C'est que lire et écrire, c'est aussi important pour une personne non-voyante que pour une personne qui voit. Puis, que je sache, on n'écrit pas au son. Y en a qui disent qu'il y a des appareils qui vont écouter, te prendre sous dictée, mais t'es pas sûr d'écrire correctement. Puis tu peux pas faire des travaux de longue haleine comme ça. Ben non. Tu peux pas écrire un livre comme ça. Hein? Moi, j'ai écrit la biographie de ma mère. C'est un livre de 200 quelques pages, serré. J'aurais pas pu faire ça autrement qu'en braille. Après ça, j'ai à l'ordinateur. Mais ce que beaucoup de gens comprennent pas, c'est quand ils pensent braille, ils pensent braille papier. Ouais. Mais pour faire de l'ordinateur, ça te prend ton braille et tout. Pour écrire, pour te relire, ça te prend ton braille. Hein? Oui. Les meilleurs emplois, ce sont les personnes qui connaissent le français suffisamment, qui les ont. Moi, écoute, je suis, quand tu m'embarques là-dessus, je suis furieuse parce que pas après toi. Non. C'est un sujet qui vient me chercher
J'espère pas après moi. Je me parce que fais moi, penser à Vincent Gratton, tu je suis un sais. fervent. Ça vient me chercher. Mais, c'est que, comment dire, je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Ça s'est produit même du temps de Louis Braille. Les voyants ont toujours essayé, ont toujours voulu que notre écriture ressemble à la leur, que ce soit du relief qui ressemble, qu'ils puissent la lire eux-mêmes. Et comme on a une écriture qu'ils peuvent pas lire, c'est un monde, pour eux, c'est comme si on s'isolait. Dans leur tête, à eux, hop, c'est un ghetto. On s'isole. Alors que c'est pas ça, le Braille, c'est tout le contraire. Je pense qu'André te l'a dit quand il a fait l'entrevue avec toi. Quand il a découvert le Braille à 22 ans, il s'est dit, ben, bon sang, j'aurais donc aimé découvrir ça avant. Effectivement. Pour quelqu'un qui aime la littérature, qui aime l'histoire, qui aime la philosophie. Écoute, il y a une différence entre consommer, un terme que je déteste, consommer des livres et les lire vraiment. Hein? Et en écriture, c'est la même chose. Moi, quand mes enfants étaient petits, je leur lisais des histoires. Je leur lisais en braille. Mais si j'avais lu comme un pied, penses-tu que j'aurais lu des histoires à mes enfants qui auraient trouvé ça le fun? C'est clair que ben, non. voyons donc. Alors, je lisais normalement, comme une personne qui lire une histoire à ses enfants. Hein? Quand je donne des conférences, moi, j'ai pas une mémoire faramineuse, ok? J'ai besoin de mes notes et même souvent même de mon texte. Mais j'ai la chance de pouvoir lire très bien, de sorte que ça paraît pas que je lis. Bon. Mais c'est travaillé, ça. C'est ça. Mais je l'ai écrit en braille, ce fichu texte-là. Je suis capable de lire mes propres textes. Quand il y a des gens qui, c'est rendu que dans des organismes de personnes handicapées visuelles, on a des secrétaires et des trésoriers voyants où on pense que c'est ça qu'il faut avoir et que c'est les aveugles qui pensent ça parce qu'ils sont pas capables de le faire. Ben là, il y a un méchant problème. Est-ce que le braille, c'est devenu juste du dépannage pour jouer aux cartes? Tu sais, moi, je pense que si t'es pas capable de lire ton propre rapport quand t'es administrateur d'un organisme, ben, je regrette, il y a un méchant problème. Il y a des personnes, oui, qui ont des difficultés. Et ces personnes-là, moi, je comprends, c'est pas tout le monde qui peut apprendre le braille. Et il y a des personnes qui lisent en gros caractères, puis qui sont obligés de se coller sur leur feuille pour lire. Ceux-là, il y aurait de la difficulté, juste même à se faire entendre, parce qu'il y aurait la feuille devant eux, comme ça. Collée. Collée. Et c'est très, très lent. Aussi. Hein? Bon, c'est très, très lent. Mais quand tu as un aveugle, venu au monde comme ça, quasiment comme le monde dit, oui, puis qui a appris le braille. Qui a appris le braille, ben, il n'y a pas de raison qu'on l'encourage pas, puis quand même qu'on ne le force pas. Il y a des petites taloches les doigts, là. Bon. Ça serait une bonne occasion. Qu'on ne le force pas à faire l'effort qu'il faut, parce qu'après ça, quand il va avoir fait cet effort-là, il va être tellement content qu'il va être capable d'accéder à tout ce qu'il veut, ou en braille, parce que aujourd'hui sur ordi, tu parles pas mal tout ce que tu veux, ou qu'il y a encore des choses inaccessibles là, dans les sites web, mais bon sang, c'est rien à comparer avec le temps où il y en avait pas d'ordinateur, où on pouvait pas lire des livres en ligne, des journaux. Là, on peut tout faire en braille. Et avec la synthèse, moi aussi, je l'utilise, la synthèse. Je l'utilise en complément. Mais pour prendre connaissance en profondeur d'un texte, pour lire mes rapports, pour lire des histoires, pour... Ben, vous référez à votre texte. Pour lire mes conférences. Ben oui. Tu travailles, mettons, il y a Saint-Hubert qui engage des gens. Oui. Hein? Oui, des non-voyants. Ben, crime, si les gens qui doivent prendre les commandes à la vitesse où il faut qu'ils les prennent, qui viennent pas me faire croire qu'ils font ça en gros caractères, en se collant sur en lisant une lettre à la fois. C'est impossible. Si tu veux une job qui a de l'allure, ben, faut que t'aies du braille. Si tu veux, moi, une chose que je vais dire, puis je vais terminer avec ça.
Aujourd'hui, on est tellement compréhensif, hein, on est tellement inclusif, que, à l'université, t'es rendu à l'université, là, cours supérieur, t'es censé être quand même pas mal pas pire, là, hein. Avoir une pas pire base, là. Ouais. Ben non, on va leur donner quelqu'un pour prendre leurs notes à leur place. Non, monsieur. Et ça, moi, on me l'aurait offert, j'aurais eu la même réaction que j'ai en ce moment. Des diplômes à rabais, des examens oraux, parce que, c'est plus difficile pour un aveugle d'écrire, tout. Bon, en tout cas, moi, les examens oraux, j'ai jamais été en accord avec ça, parce que... Refusé. On se pénalise énormément avec ça. On n'est pas, moi, j'ai toujours dit aux gens, je suis pas un singe savant. J'ai besoin de penser avant de parler. Et je peux pas, là, de mémoire, réciter des trucs. Non, moi, le réflexe singe savant, je me suis toujours élevée contre ça. Toujours. Et c'est ça, de pas pouvoir avoir accès à l'écriture, puis à la lecture, puis la relecture. Ça... Écoute, je suis déjà allée me passer une entrevue dans un organisme que je ne nommerai pas. Et on avait un psychologue industriel qui vous faisait passer des tests. Et on m'a dit, pour les aveugles, viens dans mon bureau, c'est un test oral. Alors, je sais pas si tu le sais, mais quand tu as des choix de réponse de A à F, écoute, moi j'ai répondu n'importe quoi. À partir de ce moment-là, j'ai dit, pourquoi vous l'avez pas en braille, votre test? Puis, j'ai quasiment envie de le nommer, c'est l'INLB. Pourquoi l'INLB? Il y a le mot braille là-dedans, hein? Bon, pourquoi il n'y avait pas le test en braille? Alors, à partir de ce moment-là, j'ai su que je n'aurais jamais le poste. J'ai su que, écoute, je répondais n'importe quoi. Parce que j'arrivais pas à mémoriser les questions assez pour les intégrer, tu sais, pour me les... j'ai de la difficulté avec ça. C'est pas comme l'avoir par écrit. Non. C'est pas comme l'avoir sous les doigts, ou j'allais dire sous les yeux. Oui. Il y en a qui ont une mémoire, sans doute auditive, des choses. Moi, non. J'ai besoin de voir ça sur papier. J'ai besoin de me faire... Je peux pas. Alors, je te jure, j'ai répondu n'importe quoi. Mais vous étiez de toute façon comme défavorisé. Hein. Absolument. Écoute, si j'avais eu la force à cette époque-là, mais je ne l'avais pas. J'avais fait un burn-out il y a quelques années, puis ça m'a pris longtemps à remonter. Et je les aurais traînés à la commission des droits. C'est pas compliqué. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé ce guts-là. Mais j'ai pas envie de faire du trouble aux gens. On n'aime pas ça, les Québécois, hein, faire du trouble, on n'aime pas ça. Mais j'avoue que ça m'a tellement scandalisé. Ça m'a écœuré, mettons. Oui, mais en tant que personne non-voyante, c'était dans votre droit aussi de tout à fait, sentir, de l'exiger. Oui. Je m'y attendais tellement pas. Mais en tout cas, de l'exiger. De l'exiger. Oui, mais comme vous disiez, il faut avoir la force. Puis j'avais pas. Mais au moins de dire, on n'est pas traité de la même façon. Ben voyons donc. Et voilà. Mais moi, je voulais juste Une parmi tant d'autres. Hein? Une parmi tant d'autres. Oui. Parce que tantôt, vous disiez, est-ce que le braille sert seulement à se dépanner pour jouer aux cartes, mais tabarouette, le nombre d'informations que les gens voient par écrit, que nous, on voit pas, là. Exact. Hein? Exact. Puis qu'on peut voir quand même un peu plus en lisant avec nos doigts, là. Et approfondir. Avoir les paragraphes, tu sais, avoir le... Oui, la mise en page, pour moi, c'est très important. Quand j'écris, je fais ma mise en page, moi-même. Alors, quand j'arrive chez l'éditeur, c'est déjà tout fait. Chez l'imprimeur, c'est déjà tout fait. Tu sais. Alors, c'est archi important de connaître ces choses-là. De présenter son texte. Tu présentes ton texte à quelqu'un, à un étranger,
J'ai travaillé pour Stanké, par exemple, à un moment donné. C'était important de faire un texte qui avait de l'allure. Structuré, là. Ben oui. Ben oui. Et là, c'est sûr qu'avec des gens qui ont leur preneur de notes, qui vont, ils ont plus beaucoup d'occasions, ne serait-ce que de faire une mise en page minimale. Là. Ben, il faut transférer ça sur ordi. Oui. Moi, je fais ce que je peux avec le preneur de notes, bien sûr, mais je transpose tout ça sur fichier, sur mon ordinateur. Sur l'informatique. Absolument. OK. Absolument. Mais quand vous écrivez votre texte, vous l'écrivez en braille au départ? Non, ça dépend. OK. Le preneur de notes, c'est vraiment quand j'ai pas accès à l'ordinateur. Autrement, je travaille à l'ordinateur. OK. Au clavier d'ordinateur. Et j'écris avec le clavier de l'ordinateur. Okay. Mais je me relis en braille. OK. Avec l'afficheur. Oui. Okay. Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Là, vous disiez, vous aviez travaillé chez Stanké, ça m'est... Oh, ben, j'ai fait toutes sortes de choses pour Alain. On s'est connus, en fait, André a sans doute parlé un petit peu, à un moment donné, d'une petite bibliothèque qu'on avait essayé de fonder ensemble, et puis on voulait donner aux non-voyants l'accès aux fichiers sources des éditeurs. On avait réussi d'ailleurs, mais on était un petit peu trop avant-gardiste, c'était pas dans l'air du temps, il y avait d'autres complications. Mais bon, j'avais appelé Alain, je le connaissais pas, mais je l'admirais bien, je trouvais qu'il avait une belle voix. Un beau bonhomme. Je l'admirais bien, j'appelle, et son éditrice en chef et m'a dit, ben, vous pourrez jamais parler à M. Stanké, bon, c'est correct. Le lendemain, je dis, tiens, toi, je vais appeler de bien bonne heure le matin. Elle n'est pas rentrée au travail encore, mais gages-tu que lui, qui est propriétaire de sa bébelle, il est là. Comme de fait, il me répond. Oh! J'ai reconnu sa voix tout de suite. Et je lui ai demandé s'il voulait pas faire partie du conseil des fondateurs de cette chose, cette bibliothèque. Il m'a dit oui, tout de suite. Ah, il dit, oui. Viens me voir. Bon. Alors, c'est comme ça qu'on est entré en contact. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait toutes sortes de choses pour lui. J'ai traduit, par exemple, des documents de l'allemand au français. Ah, OK. Par exemple, il était tout content, il avait eu les droits sur un livre de recettes, des films, les recettes dans les films de Woody Allen. Ah, OK. Alors, Woody Allen en anglais, c'est un Allemand qui décide de faire ça en allemand. C'était donc l'originalité allemande, c'était chouette. Et puis, il me dit, Michel, es-tu capable de me traduire ça? Écoute, tu peux pas dire non à Alain, là. Écoute, le gars, il dit, mais j'ai dit, bon sang, comment je vais faire? On n'avait pas d'outils dans ce temps-là. J'avais pas de scanner, j'avais rien. Écoute, il fallait que je me fasse, ah oui, il m'a donné des cassettes avec le livre. Après, il y avait le livre. Puis, en tout cas, je suis fini par me débrouiller, là, mais c'était infernal. J'avais pas les outils pour écrire. Je pense que j'avais encore un Christine Versabraille dans ce temps-là. Oh! Ou à la rigueur, un navigator. Probablement un navigator à ce moment-là. Oui, probablement. Et, anyways, donc, j'ai fait ce truc-là, et ça a été publié, bien sûr. J'ai appelé ça « À table avec Woody Allen ». Puis, j'ai fait un autre truc pour lui qui était bien fun, que j'ai aimé beaucoup plus, parce que Woody Allen, c'est pas quelqu'un que j'aime bien, mais il s'est lancé il y a quelques années dans la recherche de personnes qui avaient fait la Deuxième Guerre et à qui étaient arrivés qui s'étaient créés des amitiés, qui avaient sauvé d'autres personnes, des ennemis ou des Juifs, ou enfin, qui avaient sauvé des gens et qui étaient devenus amis avec eux, avec l'ennemi finalement. OK. Et il y a un type qui s'appelait Stanislas Dery, qui était capitaine de bateau et qui a sauvé comme ça une équipe d'un sous-marin allemand. Ils ont coulé le truc, mais ils ont sauvé les gars. OK. Ils ont coulé le bateau, mais ils ont sauvé l'équipage. Et à ce moment-là,
tout de suite, la relation s'est établie entre Stanislas Dery et Peter Heisig, et ils ont eu une relation comme ça, une amitié par-delà la guerre, et les familles se sont connues, c'était magnifique comme truc. Puis Alain, il fait beaucoup de choses comme ça. Il aime beaucoup ce genre de trucs-là. OK. Et donc, Heisig avait laissé des cassettes. Il racontait ce qui est arrivé. Ah, OK, Des c'était... cassettes. Hein? Oui. Alors, c'était lui qui parlait là-dessus, puis je te jure que la prise de son, c'était pas fameux, là. Moi, Alain m'arrive avec ça, peux-tu me traduire ça? Verbatim. OK? J'ai fait ça. Et à partir de ça, ils ont fait un film, ils ont fait un livre, voilà. C'est le genre de choses que j'ai faites pour Alain. OK, mais quand même. Et on l'a invité à notre mariage en 2001. Tu sais, c'est un ami, Alain. OK. Ouais. Mm-hmm. Ouais. C'était en plus que pour quelqu'un qui vous avait dit que vous auriez de la misère à y parler quand même, ça Ah non, ben elle, ça a prouvé que ben oui, c'était faisable. Non, j'ai travaillé chez lui comme attaché de presse. Aussi, j'ai pendant à peu près 1 an, j'ai placé, comme on dit dans le jargon, des entrevues des personnes auprès des médias. Tu sais, il y avait des écrivains, il y avait Marie-Lise Pilote, il y avait Richard Lehir, il y avait tout plein de gens, quoi, que je plaçais, je les plaçais en entrevue chez Christiane Charette, chez plein de gens. Là. C'est moi qui faisais ce travail-là aussi. Alors, puis j'organisais des conférences de presse, voilà. J'ai fait ça. OK. Chez Alain. Chez Alain, toujours. Donc, ouais. OK. Ouais. Et vous, dans les autres métiers que vous avez fait tantôt, vous faisiez des conférences. Métier, oui, c'est ça, oui. Ouais. Vous avez travaillé, c'était-tu à l'INCA aussi? Ouais, j'ai été de 98 à 2001 directrice à l'INCA. Ça n'a pas été les années les plus heureuses de ma vie, pour toutes sortes de raisons, mais j'ai quand même apprécié l'expérience, mais je voulais pas y aller. Ah, OK. Il a fallu qu'ils viennent me chercher 3 fois. Qu'ils me demandent 3 fois. Eux autres, ils tenaient à vous, là. Pas pour les bonnes raisons. Ils pensaient que moi, ils se faisaient des idées. Tu sais, des fois, quand tu te fais des idées chez des personnes, Oui, des ils fois, pensaient que j'étais peut-être facile à manipuler, ou en tout cas à convaincre, pour dire les mots poliment, que je connaissais beaucoup de gens, puis que je pouvais faire du bon PR pour les NCA. Puis, évidemment, j'étais bilingue, trilingue. Alors, ça faisait leur affaire. Pas de problème. Moi, je leur ai dit, la dernière fois que je suis allée, c'était par hasard. Moi, je leur avais dit, ouvrez le poste. Parce qu'ils voulaient pas ouvrir le poste, ils voulaient moi. J'ai dit, ouvrez le poste. Les gens qui sont là, qui travaillent comme des malades, là, sur Hochelaga, là, ils méritent mieux que ça qu'une personne qui arrive par la porte d'en arrière. Que le directeur arrive, la directrice, par la porte d'en avant, puis qu'elle soit acceptée par les gens. Ouvrez le poste. Ils ont ouvert le poste. Mais moi, je n'avais pas participé. J'ai pas envoyé mon CV, rien. À un moment donné, j'appelle Jim Sanders, il était à Montréal, à ce moment-là. Puis je voulais avoir un renseignement. Je me souviens pas sur quoi. Et alors, je lui demande, il dit, by the way, Michelle, you know, the position is open, eh? No, open, please come. Bon, merde, je vais y aller. Bon, fait que je suis allé, c'était la dernière entrevue de la soirée. Les gars étaient, bon, tannés, dans des bureaux d'avocats, des machins, bon. Et puis, je leur ai dit, écoutez, moi, dans la vraie vie, je suis musicienne. C'est ça que je leur ai dit. Si vous voulez, si vous savez ce que je suis, puis je suis une personne qui dit ce qu'elle pense. Alors, mais ils m'ont pris. Et puis, ben, c'est ça. Et j'ai trouvé, en fait, l'équipe était formidable. L'équipe ici, à Montréal, était formidable. Je les aimais. Je les aimais d'amour. Je leur ai jamais dit, mais je les aimais beaucoup. Je les aimais. Et moi, je me considérais comme pas bonne. Je me considérais. Des fois, je rentrais à l'ouvrage, je me disais, moi, là, si j'étais mon propre boss, je me mettrais dehors. Écoute, j'étais pas faite pour ça, je me sentais pas faite pour ça, mais j'étais bagarreuse. Et ça, j'ai réussi parce que
il était dans un trou, là, entre les Hells Angels et les Rock Machines, là, sur Hochelaga. Oui, ils ont déménagé souvent. Oui, là. c'est moi qui les ai fait déménager. J'ai cherché un endroit dans l'ouest sur Guy. C'est pas si ouest que ça, mais bon, Guy. Il avait déjà été là, d'ailleurs, dans le passé. Et j'ai trouvé ça. Mais j'ai eu toute la misère du monde à faire accepter au monde à Toronto que c'était là qu'on s'en allait. Le gars, le grand boss, que je nommerai pas cette fois-ci pour vrai, il me dit, faudrait que tu aies une clause où vous pouvez résilier le bail en tout temps. J'ai dit, quoi? J'ai dit, là, j'ai un bail de 10 ans, renouvelable après 5 ans, aux mêmes conditions. J'ai dit, t'es malade? Si t'as envie que je ferme, que je mette la clé dans la porte de l'INCA, là, dis-moi le donc tout de suite, au lieu de me faire niaiser. C'est ça, c'est toute la confiance que t'as à l'INCA, en l'équipe de l'INCA au Québec. Dis-le tout de suite. C'est sûr que ce qui les préoccupait, c'était avec quoi tu vas payer ça? Mm-hmm. Il m'a dit, sais-tu ce que j'ai répondu? J'ai fait ma petite Trudeau, j'ai dit, just watch me. Écoute, je ne savais pas comment j'allais payer. Sincèrement. Je voulais les avoir là-bas. Je voulais qu'ils soient heureux, qu'il y ait de l'espace pour travailler, que ce soit propre, que ce soit pas plein de trous, que ce soit pas un piège à rats. Bon. Et ça a été réussi. Oui, ça a été réussi. Après ça, je me bagarrais comme ça. Je me bagarrais pour le français. Exemple. À tous les ans, il y avait les fichus agendas d'INCA, des gros machins en noir, là, pour vendre, pour faire de la promotion de l'INCA, bon, pour aller chercher des dons. À tous les ans, c'était mal écrit, il y avait des fautes. Et un moment donné, il nous en envoie, j'ai dit, pourquoi vous ne consultez pas avant? Oui, on pourrait régler des problèmes de... Ouais. Mm-hmm. Ben, une année, il nous en envoie, il y avait des caisses. C'était ça, puis encore plein de fautes. Ah. Là, mon comptable arrive, je dis, écoute, tu prends de l'eau, il y a je sais plus combien de caisses, une quarantaine, je sais pas, 50 caisses. J'ai dit, tu renvoies tout ça. On les prend pas. Écoute, c'était payé avec notre argent, là, ça, là. C'était payé avec notre argent. On n'avait pas le droit de regard sur ces tabous et de fautes. J'ai dit, moi, penses-tu qu'on va rire des gens ici, les francophones, au Québec, en leur envoyant des trucs comme ça, leur demandant de la charité? Non. C'était insultant. Je les ai tous retournés. Ils ont été obligés de refaire. J'ai fait pareil avec des cartes d'affaires. J'étais bagarreuse. Mais pas, écoute, c'est pas étonnant. Je suis pas, tu sais, je suis une personne qui est pas, je me bagarre pas dans la vraie vie. Je suis une personne, j'ai beaucoup de difficultés avec tout ce qui est conflit personnel. J'ai de la difficulté à tenir ça, moi. Bon. Mais, quand c'est le temps de défendre les autres, puis quand c'est le temps de défendre la langue française, défendre le braille. Mais ça, défendre les autres, ça part de loin ici, là. Ouais. Toujours. Ouais. Et c'est ça. Alors, j'étais épuisée à la fin. J'étais épuisée, regarde. Oui, parce que ça demande quand même. Oui, bon, voilà. Au corps et à l'esprit, là. Oui. Mm-hmm. Ouais. Écoutez, je pense qu'on va faire la pause maintenant. Voilà. Je devine qu'on va parler voyage ensuite. Hein? On va sûrement parler voyage, parce que les voyages, je sais qu'il y a beaucoup de personnes non-voyantes qui veulent voyager, il y en a qui le font, il y en a qui le font Absolument. pas. Ouais. Et moi, je commence à avoir beaucoup envie de le faire. Ça fait que je l'ai fait très peu. Mais je commence à avoir envie, ça fait qu'il y a forte chance qu'on en parle. Mais on va faire une courte pause, parce que maintenant on fait des courtes pauses, connaissez-vous? Oui, c'est bien ça. Oui, ça fait du bien. C'est apprécié. Hein? Prendre une petite gorgée, Oui. hein, se réorienter sur la fin de Rien que de l'eau, là. Oui, rien que de l'eau. Rien que de l'eau. Et on vient tout de suite après avec notre invitée qui est Madame Michèle Brûlé. À notre prochaine émission. Une autre dame fort intéressante qui travaille très activement à la défense des droits des personnes handicapées visuelles et avec qui nous prendrons le temps, entre autres, de parler du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Madame Pascale Dussault, à notre rendez-vous du 7 décembre.
Nous sommes de retour avec notre invitée qui est Madame Michèle Brûlé. Comme vous avez pu le constater, elle a beaucoup de choses à raconter. Elle en a encore. Et on voulait peut-être en profiter. C'est rare qu'on fait ça, mais on va le dire aujourd'hui. C'était la journée du décès de Monsieur Albert Miller. Oui. Et Madame Brûlé, vous aimeriez faire un petit Oui, hommage? c'est ça. J'aurais voulu le faire même quasiment au début, puis finalement, par Georges, ça m'est parti un petit peu l'idée. Albert Miller, c'est quelqu'un que j'ai connu. Pas très bien, mais quand même que j'ai connu. J'ai eu l'immense chance d'être dans une de ses classes, une classe de mise en scène. Au camp musical d'Orford, après le camp musical, dans le temps, en 65-66, quand j'y étais, il y avait ce qu'on appelait le camp des arts. OK. Et au camp des arts, ben voilà, il y avait du théâtre. Et j'ai été dans la classe d'Albert Miller. Je voulais juste dire ça, puisque ça m'a touchée, parce qu'aujourd'hui, ça donne, on fait l'entrevue le jour même où il est décédé, cet après-midi. Et donc, ça m'a rappelé ça. C'est des bons moments passés à aller l'entendre aussi au théâtre, du temps que j'étais à Orford, mais aussi plus tard dans son rôle dans Molière, dans le Tartuffe, dans au Cyrano, enfin plein de trucs. C'est quelqu'un qui était ben fun. Un grand monsieur. C'est un grand monsieur. Un grand comédien. Oui, puis il était très... il aimait beaucoup les jeunes, en tout cas dans le temps, là, du moins moi, quand j'y étais. Je sais pas si c'est resté comme ça, mais oui, il était vraiment dynamique avec les classes, mais il était assez sévère quand même, tu sais, pas faire n'importe quoi. Mais non, c'est vraiment très inspirant d'être dans sa classe. Juste penser que j'étais dans sa classe, moi, avec ma petite voix de... mais quand même... C'est un bel hommage, oui. bien sûr. Oui, voilà. Donc, pendant la pause, on disait qu'on allait conclure un petit peu l'aspect professionnel parce que vous avez fait plein de choses. La musique a occupé une place importante et occupe toujours une place importante. Oui. Et bon, vous avez pas voulu faire une carrière là, au-delà de ce que vous avez fait pour des raisons de logistique un petit peu. C'est ça. C'est disons que premièrement, en Allemagne, je me suis mariée, j'ai eu mes 2 enfants. Ah, ça s'est tout fait en Allemagne. Ah, oui. D'accord. Ben oui. Ça se fait en Allemagne et tout, tu sais. Toujours est-il que oui, c'est ça. Donc quand je suis revenue ici, j'avais mes 2 enfants. Et faire la musique comme carrière, d'abord c'est très difficile, c'est le soir, c'est la nuit. Puis je dois admettre aussi, moi je me fatigue assez vite. Là, le soir, je vaux rien. Et je dois admettre que j'ai choisi un domaine très difficile. À Toronto, mon prof m'avait dit « You're crazy ». À ce point-là. Et j'ai répondu « I know ». I know that. Ouais, mais vous aviez l'air, le effectivement. plaisir que j'ai eu là-dedans, ça valait tout. Mais voilà. Puis donc c'est difficile parce que j'ai pas une mémoire à tout casser, comme je l'ai dit plus tôt. Puis le déchiffrer de la musique en braille, c'est beau le braille, c'est magnifique le braille, mais moi, juste que c'est dur la musique. On peut pas lire notre partition pendant qu'on joue. Tu sais, faut la mémoriser. Faut la mémoriser. Donc pour le piano, tu joues à la main droite puis tu lis à la main gauche et vice versa. T'apprends ta main gauche en lisant avec ta main droite. Tu sais. C'est ça. Alors c'est comme ça, puis après ça tu mets les deux ensemble. Puis petit bout par petit bout, s'il vous plaît, pas trop à la fois parce que je l'ai déjà oublié. Tu sais. Bon, et puis des fois tu as des mesures en braille là, qui font des lignes et des lignes et des lignes quand tu as des triples croches, des triolets, des sortes des qui appellent des tu sais quand à main droite t'as 3-4 affaires qui se passent en même temps, juste à une main, imagine à 2. C'est pas comme le violon ou le chant ou tu sais ça peut être très dense l'écriture musicale pour piano, imagine pour rock, c'est épouvantable. Mais pour piano, c'est très dense et ça peut être difficile à visualiser avec les doigts, je dirais, puis ensuite à apprendre. C'est que c'est déjà beaucoup d'obstacles. Si tu peux lire la musique en braille, tu peux lire n'importe quoi en braille. N'importe quoi. N'importe quel système braille. Il n'y a rien là. OK. Tenez-vous là pour dire, tout le monde, puis moi le premier.
que j'ai lu un petit peu la musique quand j'étais jeune, mais pas beaucoup. Non, flûte à bec, machin, tout ça. Ouais, c'est ça. Guitare, ouais. Même qu'au secondaire, je n'ai fait un peu, là, mais ouf, c'était rendu loin. Ouais. Mais là, de toute façon, vous avez parlé de l'Allemagne. Ça a été dans vos premiers voyages, j'imagine. Oui, c'est ça. C'était mon premier, c'était Toronto, toute seule. Après ça, je suis partie en Allemagne. Après ça, c'est ça. Je suis restée 9 ans en Allemagne. Quand même, c'est pas que le petit. Non, le c'est petit ça. séjour, hein? Non, moi j'ai aimé l'Allemagne. Quand j'ai la chance d'y retourner, puis quand je quitte, j'ai les larmes aux yeux. C'est mon deuxième chez moi. Puis là, je me dis, est-ce que je vais revoir l'Allemagne un jour? J'ai aimé l'Allemagne. J'ai aimé les gens. J'ai aimé la façon la façon de communiquer avec les gens. J'ai aimé ça. Et il y a eu des choses bien émouvantes en Allemagne aussi. Alors je suis très, très attachée. Très attachée, ça. Oui, très attachée. Ça paraît, ça se sent. Ouais. Et qu'est-ce qui a provoqué par la suite d'autres envies de voyager? Ouais. J'ai eu la chance de faire quelques voyages dans les années 80. Je suis retournée même en Allemagne. C'était souvent pour des raisons professionnelles. Puis quand j'ai rencontré André, on a réalisé qu'on aimait les mêmes choses souvent. Et moi, la première fois qu'on a fait un grand voyage ensemble, c'est la faute d'Alain Stanquet. Ah! C'est que, à un moment donné, j'ouvre la TV chez nous, j'étais toute seule. J'ouvre ça. Puis là, c'est mon Paul Buissonneau qui était là avec Alain. Puis écoute, je faisais pas longtemps que je le connaissais, Alain. Là. Puis là, il parlait des 6 Montréal de France. Oh. OK? Puis là, il était là avec Paul Buissonneau, puis il se promenait, puis tu sais, comme Paul Buissonneau, comment il pouvait être, c'était la joie de vivre, c'était la folie. Là, j'écoute ça. Il y avait les 6 Montréal de France. Je dis, moi, je veux faire ça. J'avais pas une scène, bon. Et comme j'étais, le lendemain matin, je m'en vais travailler, j'appelle Alain, au bureau. J'ai dit, sais-tu, Alain, ça me tente d'aller voir si ce que tu as dit est vrai. Tout de suite, il achète ça, lui, tout de suite. Ah oui! Ah, puis là, ça lui prend des idées de grandeur. Ah, on va vous envoyer un photographe, un caméraman. Finalement, ça n'a pas été ça. On est allés tout seuls comme des grands, heureusement. Mais cette fois-là, Alain avait pris tous les contacts avec les maires des 6 Montréal de France. Il y avait déjà des contacts. Alors, au moins, quand on arrivait sur les lieux, on avait un accueil. Oui, c'est ça. C'était plaisant cette fois-là, c'était très, je dirais facile. Quoique, fallu que je réserve, les trains, les hôtels, on fait plein de trucs. Fallu que je fasse, oui. Et puis, puis à l'époque, on n'avait pas les outils comme aujourd'hui, là. On n'avait pas l'ordi, j'ai fait beaucoup de téléphones sur place, là. Tu sais, j'ai réservé bien des trucs sur place, là. Les trains, notamment, puis tout ça. Justement, dans une des anecdotes, je sais pas si André l'avait compté, oui, je pense qu'il avait compté ça, hein, quand à un moment donné, on était dans une gare, et puis, dans un train, et on s'aperçoit à la gare, une correspondance, nous, on croyait qu'on était, un petit peu en retard, très pressé, merde. Ils avaient retenu un train pour nous. Parce que la correspondance était en retard, ils avaient retenu un train. C'était le train qui allait à Cluse. Et nous, nous allions à La Cluse. C'est pas pareil. Alors, Cluse, qui était dans le sud-ouest, et La Cluse, qui est dans le Jura. Alors, ils avaient quand même retenu le train pour nous. C'était extraordinaire. Mais bon. Alors, voilà, c'est ce voyage-là, en 93, qu'on a fait ensemble, c'est le premier. Après ça, on était plusieurs années sans en faire, parce que ça prend des petits sous. Quand même. N'est-ce pas? Ça va vite. Oui, ça prend des petits sous. Et j'en ai fait quelques-uns professionnellement. André aussi. Je suis allée en Australie toute seule. Ça, c'était long, c'était plate. C'est pas à la porte d'à côté. C'était l'horreur. Toute seule. Ça, c'est quand je travaillais pour l'INCA. Mais tu sais, il allait tout en gang. Mais moi, tu sais, j'étais la seule du Québec. Fait que il est pas venu à l'idée, c'est que je pourrais voyager avec d'autres. Fait que bon, tout seul, pendant au-dessus de 24 heures de voyage,
16 heures d'affilée dans un même avion de Los Angeles à Melbourne. Je te dirais que ça a été l'enfer. Puis le retour pareil. Mais c'est pas grave, je regrette pas. Ça a été une expérience. On est allé au Maroc, André et moi, c'est pour des raisons professionnelles. On est allé au Cameroun en 2015. Ça, c'était bien. Les voyages pour des raisons professionnelles, c'est bien. On apprend quand même à connaître un peu le pays. Mais les voyages qu'on fait ensemble pour le plaisir et que j'organise personnellement, c'est sûr que c'est beaucoup plus valorisant. D'abord, c'est moi qui organise, qui planifie. Je lui demande, as-tu une idée d'où ça te tente d'aller? Des fois oui, des fois non. C'est ça. On cherche. Et puis, des fois, c'est des voyages à thème. Des fois, comme par exemple, sur la généalogie, on a fait des trucs à la recherche de nos ancêtres qui sont venus en Nouvelle-France. On a fait des voyages un peu sur le thème de la musique. On est allé à Vienne, sur les traces de nos compositeurs préférés. Schubert, entre autres. C'est comme des voyages thématiques. Pas toujours. Pas toujours. Mais... Et partiellement, d'ailleurs, je dirais. Partiellement. Partiellement, parce que moi, j'aime pas être programmé mur à mur. J'aime ça laisser la place à la surprise. À ajouter des choses là oui. qui étaient pas prévues. Ouais. Okay. Je vais planifier les principaux endroits où on va aller, les hôtels, les trains, tout ça, je le fais. Mais je m'arrange pour qu'on passe 4-5 jours au même endroit. Et là, il peut y avoir des activités que j'aurais réservées. Par exemple, à Vienne, bien sûr, j'avais réservé une guide, parce que là, tu y vas une fois dans ta vie, puis c'est loin, puis aller sur les traces des compositeurs, c'est très, très spécifique comme truc. Et j'avais réservé une guide conférencière qui parlait français. Bon, elle le parlait pas mal, mais finalement, elle le parlait plutôt allemand. Enfin. Mais André était d'une patience, parce que je l'ai emmené en Allemagne aussi, puis ça parlait allemand mur à mur, là. Lui qui aime parler, je l'ai trouvé très très bon. Il m'a fait beaucoup confiance, même pour la bouffe, là. Parce que il a bien aimé son séjour en Allemagne. Mais en Autriche, c'est la même chose, tu sais, mais d'aller, elle, la guide que j'ai trouvée, elle nous en donnait plus que ce que je pensais, là. Okay. Moi, je pensais qu'on l'aurait, je sais pas, moi, une journée. Ben, elle nous a donné 4 jours complets. Oh là là. Écoute, elle nous a amenés à des endroits où on n'aurait pas pu aller seul, ça prend un automobile pour y aller. Puis on est allé dans la maison, un des endroits où Beethoven, tiens, par exemple, la maison où il a composé sa 9e symphonie, sa 9e? Oui, je pense. Et puis, on est allé, en fait, justement, j'ai joué sur un piano de Beethoven, un endroit où il donne encore des concerts sur ce piano-là. Puis j'ai eu l'honneur, écoute, les mains m'en tremblent encore un peu, de jouer sur son piano, pour vrai, jouer le deuxième mouvement de la pathétique. Là-dessus, écoute, sur ce piano-là, que lui a touché avec ses doigts à lui. c'est quand même... Hein? Le piano de Beethoven. J'ai vu d'autres pianos, Haydn, celui de Haydn, ça m'est arrivé de jouer sur d'autres pianos, mais Beethoven, c'était, écoute, aussi longtemps, là. Et on a des belles choses, la maison de Schubert, sa maison de naissance, sa maison... puis lui, c'était une famille de 11 qui vivait dans une pièce quasiment. Alors, pas 11, mais je pense qu'il était 11 en plus la famille et les amis, là, genre. Mm-hmm. En tout cas, ça vivait dans une pièce et demie, genre. Tu sais. Fait que, non, c'est tellement émouvant, puis ça, c'était un magnifique voyage. Encore. Et puis, on est allé, on a fait pas mal la France, une grande partie de la France, beaucoup de sud-ouest. Il nous est arrivé bien des aventures, des belles choses. Une des plus belles choses dont je voudrais parler, c'est, on est allé au Panthéon à un moment donné, puis nous, on planifie pas, comme je dis, hein. C'est à Paris, on se promène. À un moment donné, on est dans le bout du Panthéon, ce serait le fun, on va aller au Panthéon, voir. Je savais pas s'il y avait des visites guidées ou pas. On arrive là, il n'y en avait pas. Puis, on est là, on regarde un peu, puis on écoute un peu. Puis là, un monsieur... Ah oui, on descend. On veut aller dans la crypte, parce que c'est le Panthéon, c'est une espèce de machin de temple, là, ça. Bon. Ouais. Et on rencontre un monsieur qui, lui, est guide.
Il dit, il n'y a pas de visite guidée aujourd'hui, mais il dit, je vais vous prendre. Ah, Je vais vous amener. Alors, le monsieur, il nous amène, on descend, ça va. Là, on voit, il nous explique, là, le tombeau de Voltaire, puis l'autre bord, Rousseau qui s'engueule, tu sais. Bon. À l'entrée, après ça, on rentre dans le truc, dans la crypte proprement dite, et là, c'est toutes des espèces de, comment j'appellerais ça, moi, des espèces de cubicules, bon. C'est tout grillagé, ça. Tu peux pas rentrer là-dedans. Il dit, attends une minute, j'ai quelque chose pour vous autres. Il y a une surprise pour ça. Il part. Ça va chercher. Il revient avec des gros trousseaux de clés. Des gros trousseaux de clés. Cherche la clé. Ouvre la grille. Rentre là-dedans. Et dit, c'est la tombe, le tombeau de Louis Braille. oh! Et quand même, Oui. là, Ça, là. ça aussi, c'est significatif. Ouais. Il s'est pas contenté juste de nous dire où il était. On est allé toucher au tombeau de Louis Braille. On a lu les inscriptions qu'il y avait dessus. Écoute, c'était très, très émouvant pour nous. On s'est sentis choyés. Puis c'est des choses comme ça nous arrive en voyage. Toutes sortes de choses comme ça. Puis je vais te dire, même, je vais aller plus loin que ça. Je pense que si on n'était pas tout seul, si on était avec des gens qui voient, on n'aurait pas cette chance-là. C'est ça. Pour C'est toutes que sortes là, de raisons. ouais, mais là, vous avez comme osé Oui. vous déplacer seul. Oui. Et les gens Ça n'ont l'a pas ouvert le des choix de nous parler à nous. Et nous, on parle aux gens directement. Tu sais, nous, on va foncer, on va parler aux gens. Ils vont pas nous manger, là. Tu sais, on ose leur parler. Et les gens n'ont pas le choix de nous parler à nous, de nous répondre à nous. Il n'y a pas de voyant là, pour C'est ça, il n'y a pas d'intermédiaire. dévier là. la conversation vers ceux qui voient, là, puis le non-verbal, puis tout ce que tu veux. Ils sont obligés de nous parler. Et ça crée des liens, ça crée des belles Des des opportunités. interactions. là. Oui, Mhm. c'est arrivé souvent, ça. C'est arrivé très souvent. Et c'est autant quand pour aller dans des boutiques, tu sais, je me rappelle aller à Cahors acheter un couteau pour notre petit-fils. Mais le gars, il voit deux aveugles qui rentrent dans sa petite boutique de village. Voyons donc, hey, deux en plus. Un, c'est déjà du luxe, mais deux, là. Pfiou, tu fais avec ça. Bon, on lui a parlé, tu sais, ça s'est bien passé. Mais on avait une personne voyante avec nous, il serait adressé automatiquement à la personne voyante. C'est ça. C'est certain, ça. Écoute, on a fait plein de trucs. Une croisière sur le Rhin, à un moment donné. On était dessus de bateau. Il y avait une madame qui était gorlot un peu. Elle venait du Danemark. Elle venait de perdre son mari, pauvre petite dame. Puis, elle était là avec sa fille. Puis, venez-vous-en au Danemark, venez-vous-en, on vous emmène un peu plus pour partir, là, tu sais. Des trucs, en tout cas, toutes sortes de trucs. Des choses qui s'offrent, là, puis Écoute, forcément, on peut pas prévoir ça. On peut pas s'attendre à ça. non, mais si on n'est pas allé au Danemark, puis ça aurait été belle fun pareil, là. Mais, c'est ça, vous vous êtes permis tu sais, on est allé, écoute, il y a même des fois, dans les Montréal de France, puis plus tard, il y avait pas de GPS, là. Ben non. Tu sais, on se perdait pas, on a une langue, on peut parler aux gens, puis moi, si on va dans des contrées où ça parle français, anglais ou allemand, ça, y a pas de problème. Il n'y a pas de frontière de langue, là. Ben, pas de problème, tu sais, on n'ira pas, moi, les voyages organisés, je suis craintive là-dessus, mais craintive, c'est peut-être pas le bon terme. Je pense que je serais pas bien heureuse. De toujours faire ce qu'il faut faire, quand il faut faire, de programmer, aller vite. Non, moi j'aime approfondir les choses, rester longtemps quelque part, s'arrêter, parler, s'asseoir, parler à du monde, aller prendre une bière avec des gens. Tu sais, je sais pas, c'est plaisant ça. Ben, c'est pas votre handicap qui vous empêche de le faire. Tu sais, il va nous arriver des petites choses, genre, oui. c'est comme tout. Peut-être prendre un peu plus de temps. On cherche la laverie, on cherche le nettoyeur, by the way. Pas trop souvent en France chez le nettoyeur, ça coûte les yeux de la tête, là. Mais on cherche ces choses-là. À un moment donné, oui, c'est un petit peu sacrant parce que les gens, ils savent même pas le nom de leur rue, tu sais. Puis bon, des fois, c'est des touristes aussi, là, ils savent pas plus que nous autres. Fait que, puis comme en France, ben c'est tout en étoile. Avant que tu comprennes comment ça marche les rues, là, c'est pas des coins de rue, c'est pas des beaux rectangles comme ici, là. Hein? C'est tout en étoile, fait que et même les GPS virent fous, là. Tu sais, fait que non, mais c'est super le fun pareil, tu sais. Et puis, on rencontre plein de monde.
avec un GPS, parlant, j'ai une petite anecdote pour le fun. Juste pour faire rire. Oui. On était à Sète, qui est dans le sud de la France, c'est la ville natale de Brassens. Nous, on adore Brassens. On est allé on est allé voir tout ce qu'on pouvait de lui. Bon, alors, à Sète, un moment donné, on est à l'hôtel, qui est pas au centre-ville, qui est près de la mer. Ça, c'était le fun. On pouvait aller à la mer tous les jours. Et on se fait indiquer, il y a une sorte de promenade pour se rendre au centre-ville. Une promenade en bois, si tu veux. Il faut traverser encore des rues en étoile un petit peu bizarres. Fait que là, on arrive sur la promenade, André et moi, et puis on se promène comme ça, on y va vers le centre-ville. On sait pas combien de temps ça va durer, c'est pas, tu sais. Bon, on a un GPS. Fait que, à un moment donné, on s'arrête, prendre des photos. Ça me donnera ce que ça donnera. Et si on prend des photos de la mer, dessus, j'ai encore, toutes ces photos-là. Puis, il met pas mal dans Facebook, d'ailleurs. Puis, maintenant, on s'arrête. Là, il y a une madame qui arrive. Elle dit, oh, elle dit, je vais vous en prendre une. D'accord, elle prend une photo. Elle dit, faites attention. Elle dit, 2 pas plus loin, il y a un chien qui a... enfin, il y a du caca. Du caca de chien. Ça fait que là, ben, nous autres, on sait qu'il va falloir revenir du village, du centre-ville. Fait que, André dit, on va mettre un point d'intérêt. Oui. Un point d'intérêt. Avec le GPS. Avec le GPS. Ah. On met le point d'intérêt. Pour pas qu'on pile dedans, tu vois. Fait que là, on a appelé le point d'intérêt Scheiße, qui est le mot merde en allemand. Comme de fait, en revenant, on a entendu notre point d'intérêt. Wow! Ah oui. Non, mais il nous arrive toutes sortes de folies. Tu sais, c'est tellement le fun. Oui, mais pour qu'il arrive ça, il faut oser le faire. Hein? Il Ouais. faut sortir, il faut... on a le goût de voyager, il faut le faire. Ouais. Puis, je pense que c'est un beau message que vous véhiculez à travers Connaissez-vous, parce que c'est un peu ça, hein. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux que les gens Mais fassent. si ça vous tente, faites-le. Ouais. Tu sais, je veux dire, quitte à mettre des sous de côté, remplir le petit cochon, puis bon. Ah, ça prend Mais des sous. Ça prend, tu sais, c'est ça. Mais, Mais- mettez pas ça sur votre handicap Non, si vous le non, faites pas, Non. parce que c'est Mais moi, ça pas- me serait jamais venu à l'idée, mais ça, c'est ma vie, c'est moi qui suis comme ça, là. Ben, c'est ce qu'on Mais, comprend, que fondamentalement, vous moi, j'y étiez pense comme même ça. pas, là. J'ai failli me retrouver au Japon un moment donné, tu sais, puis j'avais un chum japonais, puis bon, ça a passé proche. Ah, Bon. ben, pourquoi pas? Mais pourquoi pas, tu sais. Hein? Moi, genre, je vais y penser après, tu sais, vous dire, c'est de quoi, bon, non, tu prends une décision, puis tu vis avec. Puis, c'est ça qui, puis on crée des liens avec les gens, bon sang. On a rencontré des gens formidables. Tu sais, un non-voyant là-bas, là, qui s'appelle Patrice Radiguet, qui habite à Toulouse. Le gars, il a cofondé une association de pilotes aveugles. OK? Lui, il voit, là, très, très peu, là. Patrice, il s'enfarge dans tout, là, tu sais. Il est mieux, je pense qu'il est mieux comme pilote d'avion, là, tu sais. Bon. Il a créé un logiciel pour son ordinateur. Il y a toujours, c'est sûr qu'ils ont un copilote voyant. Mais c'est lui qui fait toute la job, là. C'est lui qui part, qui décolle, puis qui atterrit, puis tout, là. Wow. Ces avions. Il y a une association, puis voyons, rewind. Cette association-là, c'est chemise de l'archiduchesse, ça. Bon, alors, cette association de pilotes, elle s'appelle les Mirovolants. En France, les Miro, c'est comme ça qu'on appelle les aveugles. Ah. Alors, les Mirovolants. Et c'est vraiment, ça marche. Ils sont reconnus par l'association des pilotes de France. Ils sont vraiment respectés. Ce gars-là est respecté. Il y a des gens et des pilotes qui le croisent dans la rue, puis il est vraiment pris au sérieux, là. Je suis vraiment T'sais, très épaté. Ben oui, j'ai son livre en noir, là. Ben, en tout cas, il a écrit un livre là-dessus. Mhm. Puis, non, il y a des gens formidables qu'on peut rencontrer comme ça.
et pas juste des non-voyants, mais ça s'était donné comme ça. Ben, des rencontres, Ça s'était donné. des visites, des choses qui se passeraient pas comme on disait tantôt avec un groupe. Non, jamais. Mais il faut. On peut se joindre à des groupes. Ce qu'on fait, on n'hésite pas. Tu sais, il y a des visites de ville, on se joint à des groupes. Des groupes. Des gens qui finissent par former un groupe. Ça peut être des couples, des gens qui sont tout seuls. C'est pas des trucs organisés. C'est très rare. OK. Ça, c'est déjà arrivé, mais c'est très rare. Puis, des fois, des fêtes de village, des fêtes, des kermesses, des fois. C'est le fun, ça aussi. Des fêtes médiévales. Un moment donné, on est allé dans une fête médiévale. On a eu la chance, cette fois-là, j'avais réservé un conférencier, un guide conférencier. Eux, ils appelaient ça, c'était des bénévoles, ils s'appelaient des raconteurs de pays. C'est beau, ça. C'est beau. Des raconteurs de pays. Nous, on était, cette fois-là, c'était dans le pays d'Henri IV. Donc, dans le sud-ouest de la France. Et on s'est fait raconter le pays. Et il nous a amené, ce gars-là, il dit, justement, je travaille comme bénévole, c'est en fin de semaine, pour une fête médiévale. Fait que, il dit, je pourrais vous amener, mais je pourrais pas m'occuper de vous autres, mais je peux vous amener. Puis, ben oui, c'est affaire. Vous êtes allé? Ben tiens, il nous a amené. Et, arrivé sur place, on s'est promené, André et moi. On a fait le tour, on a parlé aux gens, on a rencontré, un moment donné, une dame, son kiosque, c'était des vêtements médiévaux. Elle les louait. On pouvait se déguiser. OK. Ben, qu'est-ce que tu penses qu'on a fait? Vous êtes déguisé. On s'est déguisé. Wow. Ben, tiens. Et puis, oui, on a mangé, on est allé manger, c'était vraiment super, là. C'était vraiment, vraiment super. Il y avait la cervoise, il y avait tout, il y avait plein de trucs. On s'est amusé. Et puis, on a rencontré plein de gens. Écoute, ce qui est super, c'est que vous nous racontiez tout ça. Je pense qu'on pourrait en parler encore longtemps. Écoute, ça n'a pas de fin, cette affaire-là. Ça n'a pas de fin. Mais nous, on va terminer quand même. Ouais. On va se garder peut-être pour une deuxième partie. Je sais pas. Là. Je pensais jamais que j'arriverais à parler autant. Je sais pas coutume. Moi, en tout cas, je sais pas pourquoi j'étais pas inquiet. Oh mon Dieu, j'étais nerveuse, moi. Ouais, ben ça, la nervosité, hein, c'est normal. Ben non, mais une fois que t'as commencé, c'est comme les concerts. T'es nerveux avant, mais après ça. Puis il paraît que c'est normal en plus d'être nerveux. Hein? Tout à fait. Je vous remercie infiniment pour cette entrevue-là. Ça a été très agréable, ça a été très instructif. Et j'espère, moi en tout cas, ça me donne le goût, comme je vous disais pendant la pause, j'ai le goût de voyager un peu plus. T'aimerais aller où, Martin? Je suis allé une fois en France, puis je voudrais y retourner. Ben oui, on n'en a pas fini avec la France, jamais, hein. En tout cas, c'est pas en une semaine, certain. Non. Et ça fait que c'est sûr que je veux y retourner. Moi, j'en ai fait des petits voyages organisés. J'étais allé à New York, j'étais allé à Boston. Ouais. J'ai aimé ça quand même. Ça m'a ouvert un petit peu l'esprit sur les États-Unis, sur le fait qu'on est en lieu anglophone. Hein? J'ai commencé comme ça. Oui. Mais moi, ça m'a donné le goût et j'espère que ça a donné le goût à d'autres, j'en suis sûr. Ben, j'espère, d'autant plus qu'il y a beaucoup de trucs accessibles en France, des maquettes pour toutes sortes de choses, c'est merveilleux de voir ça. Là. Oui, et puis il y a des places que c'est indiqué pour personnes à mobilité réduite. Oui, des ça, choses j'ai moins tendance à, tu sais, je me focus pas là-dessus. Non, mais si jamais ça peut. S'il y a une maquette, ben oui. S'il y a une maquette, des cathédrales, des belles maquettes, des châteaux. Le château d'If, faut aller au château d'If, tous les deux, tout seuls. Mais en tout cas, j'admire ça, là. J'admire vraiment ça. Mais en tout cas, je me dis que ça peut donner le goût. Donc, je vous le souhaite. Oui. Je vous souhaite un beau voyage. Plein de beaux voyages. Ben oui. On se laisse là-dessus. Merci encore une fois. Ça m'a fait grand plaisir. Et merci aux gens à la maison. Continuez de nous écrire, de nous faire part de vos questions, de vos commentaires et de vos voyages, si jamais vous en faites. Et je vous souhaite Ah là là, il commence à être tard, hein, quand même, pour moi aussi. Et je vous souhaite de nous revenir pour une prochaine émission de Connaissez-vous. Vous
pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine.